En apprenant qu'ils allaient refaire Heat 2, j'ai revu le premier. Quand on parle de films gangsters, on pense souvent aux Affranchis ou Casino de Martin Scorsese. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage de jeter un coup d'œil. Mais Heat, réalisé par Michael Mann, propose quelque chose de très différent. Pas de mafia flamboyante, juste des professionnels du crime, froids, méthodiques et profondément seul. Rétrospectivement, je me suis rendu compte que Heat, c'est presque la fantaisie parfaite d'un homme incapable de créer du lien. On dit souvent que Heat est un grand film de braquage, mais ce n'est pas vraiment ce dont parle le film. Ce dont parle Heat, c'est de distance émotionnelle, de distance entre les gens et de ce qu'il faut construire pour ne jamais avoir à se rapprocher. Le personnage de Robert De Niro vit selon un principe simple. Ne vous attachez à rien dont vous ne seriez pas prêt à vous éloigner en 30 secondes si vous sentez la chaleur au coin de la rue. En gros, tu laisses tout derrière toi et tu te casses quand ça chauffe. Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner. Ce qui rend intéressant le film, c'est que c'est une règle criminelle qui est aussi une stratégie émotionnelle. Le personnage de De Niro, c'est comme une vie autodestructrice, comme réalisation d'une grosse autoprophétie pour dire j'ai raison, comme la concrétisation du fantasme d'un mec émotionnellement en retraite sur la défense qui présage la fin pour se prémunir de mettre en jeu ses sentiments. La foule à poule. Nick Macaulay n'est pas seulement un braqueur, c'est quelqu'un qui organise toute sa vie pour éviter d'être vulnérable. Son mode de vie instable, dangereux, devient presque une prophétie autoréalisatrice. Il choisit une existence qui rend l'amour impossible pour ne jamais avoir à le risquer. C'est un film sur des hommes qui ont choisi une vie où ils n'auront jamais à aimer et qui en paient le prix. Sa vie entière est organisée autour de cette idée. Si rien ne compte, alors rien ne peut être perdu. Heat ne montre pas un homme qui perd tout, il montre un homme qui fait tout pour ne rien avoir à perdre. Pouvoir abandonner sa vie privée devient un point culminant de l'histoire. S'il le faut, peux-tu abandonner ta partenaire à un clin d'œil, t'en aller sans jeter un regard en arrière. Il y a une scène au début du film où Robert De Niro est au bar avec Eddie. La drague est comme un questionnement méthodique où la meuf ne prend pas part authentiquement. De Niro qui pose des questions non pas stériles mais presque comme un robot. Les réponses d'Eddie sont simples, génériques, comme si elles pouvaient appartenir à n'importe qui. Ce n'est pas une conversation, c'est une simulation de conversation. Et c'était quoi ce dialogue entre De Niro et les graphistes? Le film avait à peine commencé et j'avais déjà l'impression d'être devant une bouse. Mon Dieu, quelle réplique sans inspiration. Que faites-vous dans la vie? Où habitez-vous? Aimez-vous la ville? Sérieusement, le scénariste n'a rien trouvé de mieux? Quel gâchis. Si ton film dure presque 3 heures, au moins qu'il le mérite. J'ai eu des conversations plus intéressantes avec mon Uber. Ce qu'il comprend pas, c'est que c'est tout l'intérêt de cette conversation. Elle peut sembler banale, voire mal écrite, mais parce que c'est ça le point. J'adore vraiment la scène où Neil De Niro est d'abord distant avec Eddie au bar, mais où ils finissent par se mettre à parler. Absolument, Neil est très sur la défensive au début, mais lorsqu'il comprend qu'elle ne représente pas une menace, son langage corporel et son comportement changent du tout au tout. Ce qui me frappe toujours, c'est qu'il lui pose constamment des questions avec un intérêt qui semble sincère. C'est un personnage qui sait écouter et on comprend pourquoi ils sont intéressés l'un à l'autre si rapidement, mais aussi que c'est sans doute une compétence essentielle dans son métier. Ah oui, il veut pas dire que c'est un livre sur les métaux à cause du braquage. Pareil, il veut pas répondre au qu'est-ce que tu fais comme métier. Tout le délire de la stratégie émotionnelle de son métier comme une repli de métier qui lui sert aussi de stratégie émotionnelle sur la défensive parce qu'il va pas lui avouer oui je suis un braqueur de banque. Du coup ça le met sur la défensive à cause de son métier même. Aussi, il faut dire qu'il porte le joli book Android que moi j'avais aussi avant. J'avais un petit book comme ça aussi avant. Moi et Robert De Niro. Déjà, on s'appelle tous les deux Robert aussi. À un moment, on avait tous les deux un book. Là, vous pouvez voir. Quand je me rase pas, c'est juste en fait le book qui ressort. Enfin, là, je me suis rasé. Mais... Du coup, en fait, elle est blessée du fait que lui l'envoie chier. Elle est vulnérable. Du coup, ça le force à tendre la main et à initier la conversation de manière un peu plus sincère. Sure. I get a discount. There's a whole section of books in my area. What area is that? Graphic design. I do letterheads and logotypes at night, and the store's a day job till I get enough going. What do you do that for? A restaurant. I did their menus and a small record label. See. How long you been in here? About a year. You like it? Not really. I'm mostly here for the work.
Live in this neighborhood? No, I live kind of above Sunset Plaza. It's actually it's a little house that I rent. It's kind of run down, but beautiful, beautiful view. Les questions sont inintéressantes, mais parce qu'il y a déjà un rapprochement mis en avant quand même. Bon, ils se rapprochent même physiquement. On sent qu'il y a une accordance émotionnelle, mais les questions qu'ils posent restent très mécaniques, très robotiques, moins que ce que je me souvenais dans le sens où il s'est déjà plus ouvert, mais ça reste pour moi une simulation de relation. Scots Irish. They immigrated to Appalachia in the late. Genre là même sur la scène de la terrasse, il continue avec presque ce questionnement. My mother died a long time ago. My father, I don't know where he is. Got a brother somewhere. Ça devient plus émotionnel, ça devient plus intime. In Fiji, they have these iridescent algae that come out once a year in the water. That's what it looks like out there. Et la seconde catégorie de personnes touche déjà plus du doigt l'enjeu de la scène avec l'excitation appropriée de ceux qui évitent finalement de tourner autour du pot pour cibler juste. Il est vrai que la scène suivante, on pourrait argumenter que De Niro se laisse plus aller, même s'il s'agit d'un changement de posture finalement, que Philippe Turget, qui a popularisé le langage corporel en France, dirait trahit ses pensées. Ce que fait Heat de très fort, c'est de mettre en miroir la vie criminelle et la vie amoureuse, et de montrer qu'elles sont incompatibles. Abandonner quelqu'un devient presque un acte professionnel, et ça ne concerne pas que les criminels, même les policiers comme le personnage d'Al Pacino sacrifient leur vie privée. On dirait que c'est le même genre de personnes qui sont enclins à faire policier ou criminel. Dans le premier jet même, Al Pacino a un problème de coque, il tourne à la poudre, c'est pour ça qu'il élève souvent la voix, qui joue quelqu'un parfois qui hausse le ton de manière impromptue, soudaine. Le personnage d'Al Pacino, qui est censé représenter l'ordre, vit exactement le même problème. Sa vie professionnelle dévore tout, ses relations échouent, son intimité se désagrège. Dans Heat, il y a un jeu de chat et de souris entre le flic et le criminel, mais ils se font miroir au niveau émotionnel. Il y a deux variations du même modèle, deux hommes incapables de concilier leur travail et leur vie émotionnelle. Beaucoup de gens trouvent le film trop long, irréaliste, incohérent. Probablement le film le plus surestimé que j'ai vu jusqu'à présent. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui rend ce film si exceptionnel? Le seul point positif du film, à mon avis, réside dans les performances d'Al Pacino et de Val Kilmer. Quant à Gian Venora, qui interprète la femme d'Al Pacino, son jeu pourrait se résumer à la réplique de Calculon dans Futurama, tellement mauvais que je crois que ça m'a donné le cancer. Waouh, quelle citation de folie. Si tu veux critiquer le film Heat et qu'ensuite tu cites quelque chose comme tellement mauvais que je crois que ça m'a donné le cancer, je sais pas si t'as envie que ce genre de personne apprécie ton film. Tellement mauvais que je crois que ça m'a donné le cancer. Waouh, quelle réplique de folie que tu cites. Les fusils d'assaut contenaient 5 millions de cartouches par chargeur. Des dizaines et des dizaines de policiers leur tiraient dessus et une seule balle atteignit Kilmer tandis que des dizaines de policiers tombaient morts. Ce jour-là, la police de Los Angeles avait été remplacée par les Stormtroopers de Star Wars. Oui, excuse-nous de littéraliser un peu le propos. Excuse au film de tirer un peu sur l'extrême de la vraisemblance juste pour le divertissement. Quelle folie, hein. C'est vraiment... Waouh, le film est irréaliste. Voilà encore un rôle de Pacino où il peut jouer la folie, et De Niro, le stoïque et froid. Excuse-leur de faire au final ce qu'ils font de mieux, bien appliqué dans ce film. Quelle idée saugrenue de rendre au final les acteurs le plus probable à produire une bonne performance à l'écran. De choisir ceux qui pourraient vraiment incarner bien les personnages. C'est de la folie. Folie comme stratégie. Heat est le film qui m'a le plus dupé. C'est probablement une opinion impopulaire depuis toujours, mais j'ai l'impression que tout le monde se moque de moi parce que ce film était d'un ennui mortel. Ces films n'avaient pas besoin de durer 3 heures, ils auraient pu en enlever au moins 1 heure. Rythme catastrophique, je plaisantais avec ma famille en disant que ce film me tenait en haleine, car je ne voulais pas rater la moindre scène intéressante, aussi rare soit-elle. C'est un comédien. Ce rythme anéantit toute tension, car à de nombreux moments, je n'avais qu'une envie, que ça passe vite, ce qui a complètement gâché le suspense. Et oui, parce que tout le monde sait qu'on crée du suspense en allant vite. Une caractérisation intéressante pour paraphraser le film: quand la situation dégénère et que la pression monte, il faut savoir lâcher prise. Les personnages qui n'y parviennent pas, Robert De Niro, Dennis Haysbert, finissent par mourir, tandis que ceux qui n'y arrivent pas, Al Pacino, Val Kilmer, survivent. J'ai bien aimé. Dans ta liste de 8 points, t'en as un qui est positif. Les dialogues sont pour la plupart bien écrits, 2 qui sont positifs. Quand Dennis Haysbert est mort, j'ai perdu tout espoir pour ce film. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils ont inclus cette intrigue pour ensuite le faire mourir après à peine 2 scènes. Le film est déjà
tellement long. C'est presque comme si parfois on veut créer plus une mosaïque de perspectives, de personnages, tant que c'est en cohérence avec le thème principal du film. Fin décevante. Du point de vue des personnages, c'est cohérent, mais la mise en œuvre et la façon dont on y arrive sont vraiment décevantes. C'est cohérent du point de vue des personnages, déjà, ce qui veut dire qu'à un certain sens, c'est littéralement cohérent. Et ensuite, t'as aussi dit que ceux qui n'y parviennent pas finissent par mourir, tandis que ceux qui arrivent survivent, que t'avais bien aimé ça. C'est pas censé être la fin, ça aussi, en quelque sorte, pour être résumé. Donc là, tu dis que la fin est décevante, là, tu dis qu'elle est bien. Excellent score. Un autre point positif. 3 points positifs. Excellente performance de Robert De Niro. Donc sur ta liste de 8 points pour discréditer le film, t'en as 4 déjà qui sont positifs et 2 qui se contredisent. Allez, ciao bébé. Personnellement, je pense que le film est très cohérent, narrativement en tout cas, parce que l'idée centrale du film, qui relativise la vie sentimentale à la criminalité, est explorée à travers toute la multitude de personnages. En réalité, tous ces intrigues secondaires, notamment les relations amoureuses, servent le même thème, montrer que ces personnages sont incapables de maintenir un équilibre entre leur travail et leurs émotions. Puis le réalisme comme vertu par-dessus autre, quand tu écris un script, fais un film, je trouve ça moyen aussi, non seulement pour être divertissant, il est mieux d'oublier un peu le réalisme, mais aussi, même si tu veux faire de l'art, il est mieux d'oublier un peu le réalisme. L'art est censé faire mieux que la réalité, sinon elle n'aurait pas sa place. N'en déplaise à tous les pseudo-critiques que j'entends et déteste. It n'est pas seulement un film de braquage, on se demande s'ils vont réussir le braquage, autant que est-ce que Neil réussira d'éviter à s'attacher sentimentalement. Mais il y a un truc encore plus étrange que la psychologie de Neil McCauley, l'existence même du projet des It 2. It, justement, ressemble déjà à une histoire terminée émotionnellement. Alors forcément, quand j'ai entendu parler des It 2, ma première réaction, ma première question, c'était pourquoi ?